Merci, Vigile. Je vais toujours rebondir et te poser la question. Ensuite, je demanderai à Omar Aruna et puis à Maître Fatih Ousmane de rebondir sur la même question. Et je vais la poser par deux fois. Il semble qu'aujourd'hui, le palliatif du pouvoir en place contre, n'est-ce pas, les manifestations, les protestations, c'est les tueries, apparemment. En tout cas, en période électorale, c'est les tueries. Parce que ça s'est passé en 2019 et je me souviens, en pleine campagne pour la présidentielle de 2021, le chef de l'État a dit, en langue fond, je veux le citer, et son ancien idéal. Et évidemment, il y a eu les tueries de 2021 dans cette foulée-là. Est-ce que l'usage automatique de l'arme létale est devenu une menace sur les populations aujourd'hui au Bénin, Vigile? Pourquoi il y a une banalisation de l'usage des armes, on va dire. Je ne peux pas dire que c'est une solution trouvée et systématique qui va être appliquée ou qui est appliquée. Cela dit, euh, on sème, puisque 2019 est passé, et comme je le disais tantôt, il n'a pas eu cette dénonciation généralisée dans des sociétés normales, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu cette prise de conscience où on a dit stop, ça s'est passé, ça ne doit plus jamais se passer. Ça a été répété en 2021. Et quand vous regardez aujourd'hui le code électoral avec tout ce que cela porte comme incertitude, n'est-ce pas? Vous dites, c'est encore notre jardin, n'est-ce pas? Pour d'éventuels spectacles du genre. Mais moi, je ne dirais pas qu'il y a une volonté, une option, n'est-ce pas, de tuer systématiquement quand, et ça ne passera pas quand la décision ou la volonté d'un camp politique ne passerait pas. Aucune volonté ne peut être rien face à une prise de conscience généralisée, à un non, stop, que les gens puissent dire, sans manifester, sans violence. Voyez-vous, je dis par rapport à ces exécutions dont j'ai été, enfin, par l'objet, pour lesquelles j'ai été traité devant la justice, nous, en le faisant, j'avais donné la possibilité aux Béninois, n'est-ce pas, de dire stop, n'est-ce pas, de faire ce qui doit être pour que, eh bien, les juges et par-dessus les juges, le politique puisse comprendre que ça ne peut pas être un mode de règlement dans une société. Mais le PD est ce qu'il est. Il n'a rien, on n'a pas saisi la main tendue. Donc, tant qu'il n'aura pas cette prise de conscience-là, et cela ne veut pas dire non plus hein, que, parce que quand on le dit, d'aucuns disent non, c'est une incitation à la rébellion, incitation à ceci. Non, c'est ceux qui participent au mal, c'est ceux qui participent, n'est-ce pas, au fléau que nous dénonçons. Non. Mais les Béninois doivent apprendre à s'indigner, à protester. Les Béninois doivent apprendre, n'est-ce pas, à dire non à certaines choses. Dire non, ça ne veut pas dire prendre les armes. Dire non, c'est déjà même avoir le courage d'en parler. Marcel a dit, il a dit, effectivement, ce sont exactement les mêmes difficultés que nous avons rencontrées. Des gens qui sont concernés et qui ne veulent pas parler. Donc, il faut user d'autres talents. C'est vrai que ce n'est pas des talents loin de journalistes. De leur dire non, si vous n'en parlez pas, votre parent, il est mort, c'est fini, mais il va être tué seconde fois. C'est comme s'il n'avait jamais été tué, si votre cas n'avait jamais existé. Et c'est avec beaucoup de diplomatie, n'est-ce pas, qu'on les amène à finir par parler. Voilà, donc on ne peut pas se terrer dans la peur et penser pouvoir en guérir. Non, tôt ou tard, ben, vous allez se passer de l'ABC ou d'autres choses. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Moi, je dis, Avant, les dirigeants, oui, si vous permettez, je oui. dis, les dirigeants, ils ne servent que sur, n'est-ce pas, ce qu'on leur offre comme global, ce qu'on leur offre comme possibilité. Il faut pouvoir dire non, ça ne peut pas se passer ainsi et ça ne se passera pas. Et partout, c'est comme ça, n'est-ce pas? Sauf au Bénin. Et quand ça ne se fait pas, que nous sommes là à dire ce que nous disons, leur silence, n'est-ce pas, nous expose davantage. Leur indifférence nous expose parce qu'on se dit, bon, c'est comme si c'est nous
les amener en fait. Et quand vous êtes rare à dire ces genres de choses, vous êtes une cible facile, quoi. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi, bon, depuis ces événements, nous, on a mis, disons, on fait plus de ces genres d'enquêtes à Christian News pour l'instant, parce que le contexte n'est pas vraiment favorable. Moi, les dirigeants ne me disent rien. Partout au monde, le journalisme a toujours été, n'est-ce pas, ce champ très difficile-là. Vous savez combien de journalistes meurent, vont en prison, tout le reste. Mais les populations, les bénéficiaires, ceux dont on veut préserver la vie. Quand il dit les populations, je distingue de citoyens anonymes. Mais il a des organisations des droits humains, il a ceci, il a cela, mais rien. Il a des associations de développement, mais c'est avec les vivants qu'on fait des fêtes. C'est avec ceci. Donc, les Béninois sont plutôt prêts à, le 15 août, aller à Savalou, faire danser autour de Liam Pilé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Wemekwe, ceci, cela. Bon, on a tué encore deux A et attends, donc il va profiler, la vie continue, en attendant de mourir soi-même. Vous dites, mais quelle est cette population-là? Voilà le Bénin auquel on est confronté. Et quand vous êtes journaliste dans un contexte comme ça, à moins d'être un suicidaire, vous prenez conscience et vous observez, vous faites ce que je suis en train de dire, mais surtout, je reviens encore aux sociétés, à la société civile, il faudrait, n'est-ce pas, non pas vous exposer, mais prendre cela, n'est-ce pas, comme un terrain, n'est-ce pas, pouvoir commencer par suivre ces actualités. Les familles sont là, hein. On dit que les gens n'aiment pas parler, mais s'ils savent, si on les convainc que, bon, c'est pour tout être documenté, l'anonymat est ceci garantit tout le reste, les gens vont parler. Il faut documenter ces choses. Pour moi, c'est important, c'est nécessaire. Et c'est en cela que je salue encore une fois ce travail de Marcel Zoumeno. Les gens ont beau contester, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent après, mais ça va être un début de quelque chose parce que les noms sont là, les photos sont là, les familles sont là, tout le reste, si on n'est pas d'accord, au moins il a des adresses. Si les gens veulent approfondir, veulent améliorer ou même contester, ils peuvent aller sur le terrain. C'est encore une fois, je dis, monsieur Chapeau. Avant de revenir à vous, monsieur Omar Aruna, je m'intéresse beaucoup aux deux journalistes qui sont sur le plateau parce qu'ils sont des journalistes d'investigation et ils sont sur le terrain et ils observent de près les situations. Marcel Zoumenou, peut-être Vigile va rebondir sur la même question que j'ai pour vous. Euh, il y a une certaine banalisation de la chose et une certaine indifférence populaire par rapport au phénomène. Et vous avez donné le profil des gens qui ont été assassinés et tout à l'heure, on a constaté que la plupart de c'est des cultivateurs. Pour la plupart de ces des cultivateurs. Dites-moi, Marcel Zoumenou, selon vos observations et vos enquêtes, si parmi les victimes, il y avait des politiciens d'un certain niveau. Mais Daho, l'idée, comme on le dit chez nous, Gandaho. Et si parmi les victimes, il y avait eu un Gandaho là, est-ce qu'il y aurait eu cette indifférence et de la part de la population et de la part du pouvoir central? Non, c'est pas évident parce que ceux qui ont été tués, on les considère comme des Béninois anonymes, des gens des sous-hommes à la limite, des gens qui ne représentent pas quelque chose. Et donc, à partir de ce moment, que ce soit dans leur communauté, c'est vrai hein, que dans leur communauté, les gens ont déploré les faits, les gens le disent jusqu'à aujourd'hui, les gens dénoncent cette barbarie. Mais ça ne va pas, comme Vigile l'a dit, au-delà de la dénonciation. Et même quand je dis dénonciation, personne n'a le courage de faire une dénonciation officielle. J'ai dit tout à l'heure que, par exemple, à Savès, qu'il y a eu 10 morts, c'est la ville qui a été la ville la plus victime de ces barbaries-là. Mais il y a quand même des jeunes, parce que moi, j'ai fait, dans le cadre de mon enquête, un focus group à Savès. Mais les jeunes n'étaient pas prêts à faire une déclaration officielle pour dénoncer cela. C'est vrai que quand ils voient un journaliste qui les questionne sous anonymat, ils vous parlent, mais ils n'étaient pas prêts. Mais il faut aussi reconnaître que, de façon générale, dans notre pays aujourd'hui, il y a une sorte de psychose qui fait que
personne ne veut prendre de risques. Personne ne veut prendre de risques. Et Vigile a raison de dire, mais nous, les journalistes, on ne va pas se faire harakiri après tout. On doit mesurer les risques que nous prenons dans notre pays. Parce qu'après, quand quelque chose va t'arriver, les mêmes populations que tu veux aider vont te dire, bon, mais toi aussi, tu as exagéré. Avec tout ce qui se passe là, toi, tu as encore pris le risque de faire ça. Mais sur quoi tu comptes? Ils diront même que tu le fais pour les politiques, ou tu es politique. Voilà. Moi, on me le dit tout le temps. On me le dit, ah, fais attention. Cette phrase-là, c'est une phrase qui est quotidienne dans ma vie. Fais attention à toi, fais attention à toi. Mais pourquoi tu ne peux pas rester du côté de ceux qui sont au pouvoir pour manger avec eux? Et ça On va vient te dire, parfois. qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Voilà, ça Exactement. vient parfois de parents proches de toi qui te le disent. Et donc, je crois que les populations ont un grand rôle à jouer dans ce qui se passe. Ils ont à prendre un peu plus confiance et faire les choses en groupe. Je suis sûr que si une association de développement savait avait dénoncé cela, ça aurait eu un autre écho, on saurait ce qui s'est passé. Si à Tchaourou, des jeunes qui m'ont parlé et qui m'ont dit plein de choses, c'était mis en association pour dénoncer, bon, peut-être on va peut-être pas prendre tous les membres de l'association. Donc, il y a un travail de prise de conscience citoyenne au sein des populations d'abord. Et cette prise de conscience des populations va amener les organisations de la société civile à continuer le travail. Sinon, aujourd'hui, dans notre pays, c'est que le crime est presque parfait, quoi. Un mal t'arrive, c'est dans l'anonymat, silence radio, tout le monde s'y pile. 2 ou 3 jours après, on oublie cela. Et quelques jours après, tu apprends un autre crime. Et puis ça continue. Et les exécutions sommaires de la police continuent. Vigile a parlé de certains cas. Ça continue jusqu'à ce jour. Et donc, après le travail de 2022 à Doha, travail auquel j'ai aussi participé, et il y a eu plein de cas qui se sont passés et dont on n'a pas pu parler. Et donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas continuer à dire, bon, ceux qui sont tués, ceux qui ont été tués dans le cadre des crimes politiques, là, c'est des personnes anonymes et donc ça doit passer en perte et profit. Non, c'est des vies humaines. Et dans le rapport, nous avons parlé de la banalisation de la vie humaine au Bénin. Nous devons continuer à travailler pour que cette tendance-là puisse être inversée. Omar Aruna, voilà, la situation, elle est là, hein, elle est claire devant nous, c'est un fait palpable. Maintenant, dites-nous, avec tout ce constat qui a été fait, quelles sont les mesures qui sont prises ou qui peuvent être prises pour que la situation ne se répète plus? C'est pour le dire aussi simplement. Merci beaucoup, monsieur Panou. Moi, je dis, il y a un adage qui dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et ce que notre pays vit en ce moment, il y a un élément d'impunité parce que celui qui doit être le gendarme ou ceux qui doivent être le gendarme sont les perpétrateurs. C'est eux-mêmes qui commettent ce crime-là. Donc, dans ces conditions, moi, je dis, pour que ça ne se répète plus jamais dans notre pays, il faut que des voix comme les nôtres se lèvent. Il faut que des enquêtes comme celles dont on est en train de parler soient, comment dirais-je, entreprises et que ça soit mis sur la place publique et dans le domaine international pour que les gens, même s'ils ont perdu la mémoire, que tôt ou tard, qu'on puisse se référer à cela. Donc, pour moi, il est déjà important de continuer à dénoncer. Il est important d'entreprendre ce genre d'initiative. Et aussi, il est important de vulgariser cela. Si on a voulu lancer cette enquête, on aurait pu la garder comme d'autres enquêtes qu'on a gardées et les mettre, pas dans le tiroir, mais dans un circuit peut-être qui est beaucoup plus approprié dans le sens où ça devrait aboutir à quelque chose d'effectif.
dans le futur, mais cette enquête, on a voulu la remettre sur un niveau populaire. Pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y avait un nabab, un grand patron, un chef de parti, un gros politicien qui a perdu la vie au cours de ces événements, tout le monde serait en train de mettre la main sur la tête, on a tué ci, on a tué ça. Et les 25 personnes qui sont des anonymes, qui ont perdu cette vie, il faut que quelqu'un parle pour eux. Donc, et tant qu'on est, comment dirais-je, on est insensible face à ce qui arrive à l'autre. Et on a vu ça dans la façon dont ce régime opère. On prend on a commencé au départ, si vous vous rappelez, on a commencé avec le monsieur là, qui a dit qu'il a pris des pourboires de champagne. Oui, Laurent Métoyon. Métoyon. On a commencé par Métoyon. Quand ils sont allés prendre Métoyon, la classe politique s'est tue. Après, on est passé de Métoyon à d'autres jusqu'à ce qu'on est même dans la cour du roi aujourd'hui. Et si à chaque étape, on ne fait rien, c'est comme, vous savez, le mal, c'est un peu comme, comment dirais-je, le corps humain. Quand vous êtes, vous êtes, comment dirais-je, vous ajustez à ça avec le temps. C'est-à-dire que quand le microbe vous attaque et que votre corps humain accepte et se défend, la prochaine fois, ce microbe ne va pas va vous attaquer, mais sous une forme. Donc, ça augmente de dose. Donc, c'est un peu ça. Donc, et si on n'arrive pas à arrêter cela, quand il faut, ça vous arrive, ça arrive à d'autres, et puis ainsi de suite. Maintenant, les gens ont parlé de, comment dirais-je, pourquoi ceci se fait. Parce que je veux revenir un peu en arrière. Pourquoi ça arrive au Bénin? C'est parce que, et pourquoi les gens ont tué les gens? Est-ce que c'est devenu banal ou bien si, comment dirais-je, aux prochaines élections, je crois que c'était la question, est-ce qu'on va... Si c'est comme une menace récurrente, menace. Oui, je dis oui, parce que c'est une méthodologie dissuasive. On veut à tout prix empêcher les gens de parler. On veut à tout prix empêcher les gens de dire non. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux élections dernières. Et je crois que quand ils ont volé les démocrates et on leur a donné 28 députés, ils sont allés à la cour, ils ont fait un simulacre de protestation et ils se sont tués. Ça, c'est les résultats des tueries de 2019 et de 2021. Il ne faut pas qu'on se cache de ça. Parce que ceux qui sont morts, bien ceux qui sont en prison et ceux qu'on a tués, parce qu'il faut être clair, nous sommes des humains et nous avons cet instinct de conservation. Et si, par exemple, le leadership des démocrates avait demandé aux populations de protester, parce que dans une démocratie, c'est ça. Quand la démocratie ne marche pas, le peuple qui a le pouvoir prend les rues de manière pacifique. Mais personne ne peut prendre les rues en ce moment parce que vous êtes susceptible d'avoir une balle dans le dos. Et chacun veut rester chez lui. On se regarde en chien de faïence. Qui va partir, qui va protester, qui va écrire la pancarte. Donc, pour moi, c'est important que moi, je le dis et je le dis à qui veut l'entendre et surtout à ceux qui ont encore le courage, qui sont sur le terrain en train de faire des enquêtes. S'il y a des enquêtes que je crois que je peux aider à accomplir, moi, c'est avec plaisir et délectation que je le ferai. Donc, ça, c'est un message que je lance à tous ceux qui ont encore le courage. Parce qu'il faut de manière de les encourager. Maintenant, vous avez posé une question un peu plus tôt, qui est la question de savoir pourquoi il n'y a pas de conséquences. Et non, la question c'était qui sont les auteurs de ce crime dont on est en train de parler. On sait, grâce à l'enquête de M. Zoumenou et aussi grâce aux dénonciations de M. Arouanseh, on sait très clairement qui sont les victimes.
Ici, dans ce rapport, on en a identifié 25. Donc, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Ils sont morts. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on sait qu'ils sont tués par balles. Et ces balles sont des balles de corps constitués. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont tué, on le sait clairement que c'est des militaires. Ces militaires, la façon dont j'ai parlé de corps constitués parce que l'armée est hiérarchisée. L'ordre est ce qu'il y a de plus essentiel pour l'armée. Si un militaire a tiré sur quelqu'un, c'est parce qu'il a reçu l'ordre. La chaîne qui traduit l'ordre dans l'armée, dans un corps constitué, est connue. Du plus gradé au plus, comment dirais-je, à l'exécutant, en passant par les différents commandants. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on le sait aussi. On va plus loin. Dans le contexte du Bénin, l'armée est sous le contrôle des civils. C'est ça la Constitution. Ça veut dire quoi? Les donneurs d'ordre sont les civils. Vous comprenez? Les donneurs d'ordre sont les dirigeants, les civils, les dirigeants, le gouvernement de civils. Et ce gouvernement de civils a un chef. Le chef, s'il n'est pas l'exécutant, il donne l'ordre à celui qui est dans cette hiérarchie de l'armée, sûrement à son ministre des Affaires de la Sécurité ou bien à son ministre de la Défense. Parce que ce sont les deux qui peuvent aller voir les chefs de ce corps constitué pour répercuter l'ordre. J'essaie que vous compreniez et qu'on dise, quand on dit qu'on ne sait pas qui a donné et comment dirais l'ordre, mais on sait qui est de manière ultime le responsable. Et moi, je l'ai dit ici, c'est le président de la République parce qu'à la fin de la journée, comme on dit en anglais, et M. Panou, the buck stop at his desk. Ça veut dire quoi? Que la balle s'arrête dans son camp. Il ne faut pas qu'on se le cache. Donc, dans un contexte où c'est des crimes contre l'humanité, la première personne en ligne de mire, c'est celui qui a donné l'ordre. Est-ce que vous voyez? Et donc, je voulais répondre à ça, c'est pour ça que depuis, j'avais levé la main, mais il faut que ce soit clair. Et pourquoi je le dis comme ça? Parce que si nous, ou bien le pouvoir essaie de dissuader et contre ceux, et pour que les gens ne parlent pas, ou bien qu'on ne proteste pas, et qu'on soit, comment dirais-je, tout le temps en train de subir, il faut que nous aussi, la population, on utilise les moyens et les méthodes qui sont disponibles pour dissuader ces gens aussi de commettre ce genre de crimes. Et c'est l'une des raisons fondamentales que moi, je dis sincèrement qu'on va mettre en place cette façon de dire les choses, de faire les enquêtes, de mettre dans le domaine public ce qui a été fait de mal, de nommer ces gens-là et de le remettre à la justice internationale si la justice béninoise ne peut pas s'en occuper. Moi, je promets à tous ceux qui ont commis ces crimes-là qu'ils auront leur jour à la CPI. Ils peuvent partir, ils peuvent rester, mais ils auront ça parce qu'on a assez d'éléments. Comme je disais au début de ce webinaire, on a une série de 3 enquêtes. Et ces 3 enquêtes constituent des éléments qui peuvent être nommés comme crimes contre l'humanité. Donc, ça sort du domaine local. Premier, c'est l'élément des, comment dirais-je, des crimes économiques qui ont été perpétrés par les responsables du pays. Et ça, c'est des enquêtes solides. Le deuxième élément, c'est les prisonniers politiques, qui sert à 2 choses. Le premier élément, et c'est là où je dis que ce genre d'enquête, c'est important. Parce que si on n'avait pas lancé cette enquête sur les prisonniers politiques, où au départ, il y en avait 89, et qu'on a mis ça dans le domaine public, et nos partenaires
comment dirais-je, au développement, ont commencé par mettre la pression parce que pour que les partenaires au développement mettent la pression, il faut avoir des raisons de mettre la pression. On en avait 89. Le gouvernement a compris que ce n'était pas tenable et petit à petit, et jusqu'à aujourd'hui, on en a peut-être 11 ou moins. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est ce genre de situation qu'il faut qu'on essaie de faire pour faire reculer les gens. On n'est pas nécessairement obligé d'aller prendre des armes, mais il y a des éléments sur lesquels on peut appuyer et qui vont faire mal pour les amener. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans ce contexte-là que j'aimerais qu'on place un peu cette enquête et que je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de choses sur ce que je voulais dire, mais c'est des choses sur lesquelles je voulais répondre très vite. Donc, il faut une volonté. Il faut une volonté de chacun d'entre nous. On n'est pas obligé de faire la même chose. Et pour ce faire, encore, je lance un appel. On doit identifier ceux qui ont pris le fusil tiré, les exécutants. Et on peut l'identifier parce que c'est un corps constitué l'armée. On peut les identifier. Donc, s'il y a encore des courageux comme M. Avancet ou bien M. Zoumenou là, moi, je suis preneur. Je suis preneur. Merci. Merci à vous, Monsieur Aruna et Jules. On va avancer et je vais vous laisser aborder les perspectives internationales. Merci beaucoup, Vital. Mais avant, je voudrais prendre quand même quelques secondes pour remercier tous ceux qui sont sur le panel, mais qui n'ont pas la chance de prendre la parole. Je pense qu'ils doivent brûler d'impatience, en tout cas, de pouvoir intervenir ou bien de contribuer à ce débat. C'est pour ça que je vais demander votre permission pour permettre en quelques secondes au ministre Valentin Djernotin, qui est avec nous depuis le début, de nous dire, après tout ce qu'il a entendu jusqu'à présent, de nous dire ses impressions sur le contenu du rapport et tous les éléments qui ont été partagés jusqu'à ce moment. Je pense qu'il a été déjà ajouté au panel pour prendre la parole. Monsieur Djernotin, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Oui. Merci, Monsieur Diossou. Je voudrais d'abord profiter pour remercier Monsieur Panou, vous-même, Monsieur Diossou, nos braves journalistes, Monsieur Zoumenou, Monsieur Avancet et l'ambassadeur Aruna. J'ai été fort édifié par tout ce que j'ai entendu. Et si je tenais à placer un mot, c'est par rapport au sentiment qui habite aujourd'hui Monsieur Avancet. C'est un sentiment qui est humain, c'est l'indifférence et la passivité de notre population. Vous voyez, donc c'est humain, mais je voudrais dire à Vigile, et je voudrais dire également à Marcel, s'ils ne le savaient pas, de savoir aujourd'hui qu'ils sont perçus dans la société béninoise comme des journalistes d'exception de leur génération. Ça, ce n'est pas du tout des fleurs que je vous jette. Vous êtes des hommes exceptionnels. Allez un peu quand vous passez sur une chaîne, essayez de regarder un peu l'auditoire, vos audios, vos émissions, comparées à d'autres émissions. C'est vrai, cela ne nourrit pas son homme. Je comprends. Mais vous savez, dans une nation, il y a toujours eu des leaders. Nous sommes dans un environnement complètement difficile. Et ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Dans nos villages, quand moi j'étais enfant, lorsqu'il y a un décès, c'est l'émoi sur tout le village. Pas seulement le quartier, hein. C'est-à-dire dans toute la commune de Kovet, ainsi de suite. Ça a commencé à se rétrécir. Lorsque dans la circulation, vous croisez un cercueil, quand on était petit, on fait demi-tour, on suit le cercueil jusqu'à une étape donnée avant de faire demi-tour. Qu'est-ce que je suis en train de dire en évoquant tout ça? C'est pour dire, comme vous l'avez dit, la banalisation de la vie est devenue plus criarde sous ce régime. Parce que figurez-vous, et vous le savez, on a eu plusieurs coups d'État, mais il n'y a jamais eu un seul cadavre au sol. Mais pour de simples élections qui ont toujours été festives, on tire à balles réelles sur des humains. Quand les gens ont vu ça, nous avons fait la conférence nationale en 90. Les enfants qui sont nés en 90 et après ont aujourd'hui seulement 34 ans. C'est des gens qui n'ont jamais vécu, donc ce que nous on a vécu les années 80, 82, 83, jusqu'en 86, aller à la conférence nationale. Mais pourtant,
ils ont eu cette bravoure à affronter les choses en 80. Quoi, on a fait les élections législatives qui ont eu le problème en 80, en 2019 et en 2021. Alors, c'est beaucoup plus au niveau des autorités politiques. Et là, je m'adresse à l'opposition. Quand on le dit, les gens disent oui, devenez au pays. Mais on était au pays quand même. On était au pays. Nous, on était, 17 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une façon de sous-estimer ce que les gens font. Mais je ne vois pas, on ne peut même pas, ceux qui les 28 aujourd'hui, là, je ne vois même pas qu'ils ont pu faire 10% de ce qu'on a pu faire. Alors, donc, aucun peuple au monde ne se lève de lui-même pour quoi que ce soit. Si déjà ce que vous faites, là, vous les deux journalistes que je vois là, au Bénin, là, si vous n'avez même pas la reconnaissance de ces leaders, est-ce que c'est à la petite population? Les maires et autres qui sont nommés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, si nous voulons le retournement de la situation, ce que vous faites là, ça participe de beaucoup de choses. Et je dis un grand merci à l'ambassadeur. Continuons. C'est vrai. Et vous voyez, il y a tellement à dire que bon, je ne vais pas vous gaspiller le temps, mais moi, je voudrais juste vous encourager. Vous encourager et dire, on ne va pas effectivement se livrer tout le temps. Ce que vous entendez, nous-mêmes, on entend. Hein. On entend, même des collègues nous disent ça. Mais Jonathan, mais tu prends trop de risques. Et c'est vrai, parce que nous avons aussi des femmes, des enfants, nous avons aussi des parents. Mais ceux-là, tôt ou tard, ils vont payer. Il n'y a rien à faire, quoi. Ce n'est pas possible. La vie est sacrée. Et vous devez vous réjouir aujourd'hui. Je ne le dis pas parce que un malheur s'est abattu sur les gens. Ces lois-là, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit en 2018, mais c'est pas quoi, quand on votait ces lois, la criée, tout ça. Ceux qui ont été des initiateurs, ceux qui ont été des signataires de cette loi-là, ils ne sont pas aujourd'hui en fuite. Ben, nous dénonçons, c'est-à-dire l'être humain, là. Ben, nous dénonçons, l'être humain, on ne peut pas tuer des gens dans les tons. Mais quoi, vous vous imaginez? Vous voyez tout le malheur sur les gens là? Sans compter tous ces prisonniers qui sont décédés. Ce qui se passe chez nous là, c'est ahurissant. Donc ceux qui se disent aujourd'hui politiques et qui ne peuvent même pas avoir le courage de parler, de faire de conférences et tout se taire. Et puis là, on est là seulement pour comprendre comment faire pour qu'une autre échange arrive, pour qu'on puisse se faire nommer, tout ça là. Même si nous sommes deux, nous allons continuer à faire cette lutte là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Diamantin, pour cette contribution. Donc, on va poursuivre ce webinaire et puis je voudrais demander à l'ambassadeur Omar Harouna, les événements dont on parle aujourd'hui sont quand même plus ou moins, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, on a des vidéos sur YouTube qui en parlent. On peut retrouver en trois des pans un peu partout dans les médias. Est-ce que ça a eu une influence ou bien un impact sur le gouvernement béninois ou l'influence, la coopération internationale entre le Bénin et des pays comme les États-Unis qui sont quand même stricts sur les questions de droits de l'homme? Est-ce que ces événements-là ont quand même influencé ces relations? Dans une mesure, oui, mais il faut nuancer. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces éléments dans le domaine public, comme on le dit, Internet, tout ça. Mais il faut que ces éléments fassent partie d'un processus qui interpelle ceux qui doivent pouvoir mettre la pression sur nos gouvernants. Parce que si on regarde sur Internet, il y a des publications. Oui, d'accord. Ici, ce qui se passe, dans un pays comme le Bénin, normalement, le procureur doit s'auto-saisir. C'est la même chose sur les organismes internationaux qui n'ont pas ce mécanisme pour s'auto-saisir. Donc, il faut que de bonne volonté mettent en place un processus qui permet de compiler ces éléments et de pouvoir les transmettre dans la forme qu'il faut pour pouvoir tout au moins les mettre sur la table de ces gens pour qu'ils sachent que ça existe. Même si on le voit, il faut qu'on puisse le transmettre clairement à ces autorités ou bien à ces organismes pour qu'ils puissent agir dessus. Est-ce que vous voyez? Et dans ce contexte, il y a un travail qui s'est fait un peu partout dans la diaspora. J'en fais assez. Je crois que vous avez entendu le ministre Diamantin et beaucoup d'autres dans la diaspora font ce travail-là.
Est-ce que vous voyez? Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire que il faut, et les gens agissent. Par exemple, on a parlé de, comment dirais-je, du rapport sur les prisonniers politiques. Ce n'est pas par hasard ou bien ce n'est pas par la volonté du gouvernement qu'on lâche les gens. Et vous voyez comment on les lâche. C'est comme si ils avaient aussi une pression parce qu'aujourd'hui, ils vont lâcher un. Demain, ils vont donner le nom de quelqu'un qui est mort en prison et ils vont dire qu'ils l'ont lâché. C'est parce qu'il y a une certaine pression et il faut qu'on fasse savoir aux gens que cette pression-là, on est en train de la subir parce que quand il y a pression, il y a conséquence. Moi, je n'ai pas d'état d'âme quand les gens tuent parce que moi, j'ai demandé au gouvernement américain de supprimer l'aide au Bénin tant qu'il y a encore des prisonniers politiques comment dirais-je, en prison. Ça, c'est aussi simple que ça. On me dira, mais il y a quelques années, vous avez combattu ça. Mais oui, j'ai combattu ça parce que le cas n'était pas le même. Mais cette fois-ci, on a tout tenté. Ça fait 8 ans qu'on augmente la pression. On dit si, non, on laisse ça de côté. On y va petit à petit. Mais à un moment donné, il faut que quelque chose casse. Est-ce que vous voyez? Et le peuple ne peut pas casser. Donc, c'est ceux qui sont en train de commettre ces actes-là qu'on doit obliger ou donc on doit casser. Et on doit les casser par tous les moyens. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est important de le faire. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des pressions qui s'exercent, mais on a un chef d'État qui est têtu. Et parce qu'il est têtu, il résiste à presque toutes les pressions. Mais comme on dit, en face de quelqu'un têtu, il faut aussi avoir des gens têtus. Moi aussi, j'ai la réputation d'être têtu. Donc, on verra bien comment ça va se passer. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que quelque chose lâche. Merci beaucoup, Vital, pour le dernier bloc de cette rencontre. Voilà, merci Jules. On a beaucoup évolué dans ce webinaire. On est pratiquement à la dernière étape de ce webinaire. Une dernière étape qui en fait a été déjà largement abordée, élargie pour ne pas faire de la répétition, même si la répétition est pédagogique. Je vais tout simplement vouloir faire un dernier tour de table pour tous nos panélistes pour prendre leurs dernières impressions avant que je ne vous retourne le micro, cher ami Jules, pour conclure ce webinaire. J'ai envie de demander à l'ambassadeur Omar Aruna quel sera le sort de ce rapport que nous avons aujourd'hui. Vous nous avez parlé de 2 rapports qui avaient été déjà pondu, un premier rapport sur les crimes économiques, un second rapport sur les prisonniers politiques. Vous en êtes à un 3e rapport sur les assassinats politiques. Quelle est la politique de vulgarisation de ce rapport ou des 2 précédents rapports et de celui-ci? Comment est-ce que nous allons pouvoir les exploiter et comment est-ce que vous pensez les mettre à la disposition du grand public pour un accès plus facile? Merci beaucoup. Je crois que on est déjà en train d'essayer de le vulgariser par ce qu'on est en train de faire ici. Et on les met dans le domaine public. Évidemment, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, ces rapports sont déjà destinés à ceux qui peuvent l'utiliser pour mettre une pression sur le gouvernement béninois. Dans ce contexte, ce rapport a été transmis au département d'État. Il a été transmis, comment dirais-je, au Congrès. Il est dans les archives du Congrès américain. Donc, ça, c'est des éléments déjà ça parce que c'était le plus important. Il faut que ce rapport passe par ce processus. Et maintenant que ça fait ce processus, on le met dans le domaine public pour que ceux à qui ce rapport s'adresse ou bien ce rapport interpelle, qu'ils puissent l'avoir, qu'ils aient la primeur de l'information. Et donc, ça, c'est déjà une étape claire. Mais ce qui est aussi important sur les 2 premiers rapports, si vous vous rappelez, le premier rapport, il a été nommé un rapport du Global Magnitsky. Le Global Magnitsky, c'est un acte qui est un acte global qui permet que, quelle que soit la juridiction, la plupart des juridictions peuvent s'attaquer à ces perpétrateurs de crimes contre l'humanité sous la loi de Global Magnitsky. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas besoin d'avoir de juridiction si on veut attaquer des auteurs de crimes
ça. Donc, le premier rapport, c'était dans ce sens qu'il a été soumis à la commission américaine qui s'occupe du Global Magnitsky. Ça prend du temps. Ça prend, par exemple, si vous vous rappelez, dans le cas de Charles Taylor, ça prend du temps. Même dans le cas de Charles Taylor, il y a certaines personnes qui étaient complices de cette tuerie de Charles Taylor qui n'ont été mis en prison qu'il y a moins d'1 an. Donc, ça prend le temps que ça va prendre parce que c'est un processus très minutieux. Donc, ça, c'est certaines choses qu'on fait. Mais j'aimerais demander aussi à ceux qui ont la possibilité, moi, je ne peux que faire que ce que je peux. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont la possibilité et qui ont peut-être beaucoup plus d'envergure pour poursuivre ça. Donc, c'est pour ça qu'on met ces rapports dans le domaine public et aussi on essaie de faire le circuit que nous pensons qui est le circuit qu'on connaît le mieux. Bon, et la question, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce qui est, pour ce rapport en particulier, comme je vous l'ai dit, vous avez vu qu'il est en français, mais aussi il est en anglais, et côte à côte, parce que pour permettre au grand public, ceux qui ne sont pas même d'obédience francophone, puissent avoir accès à ce rapport-là. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, Monsieur Omar Aruna. Voilà, j'espère que Maître Fatio Ousmane est toujours avec nous. Nous allons lui donner la parole pour son dernier tour de table. Sera suivi donc de Monsieur Marcel Zoumenou de Vigile à Roncey et puis de l'ambassadeur. Et Jules aura donc le micro pour conclure ce webinaire. Monsieur, on a perdu un temps Maître Fatio, donc on va aller directement à Je ne sais pas ce qui se passe. Il a du mal à revenir. Oui, j'arrive pas à le ramener. Dans la salle d'attente, certainement. Non, mais je l'ai envoyé plusieurs fois. Je l'ai vu revenir il y a un instant. Bon, pendant que vous vous y attelez, Marcel Zoumenou, qui a été le grand il est là maintenant. Marcel, il est là? Oui, Bon, oui, je suis là. D'accord. Oui, avant que, pour permettre, donner le temps donc à Maître Fatio de retrouver ses esprits et le flou, on va il est là. C'est bon, il devrait être là. Maître Fatio Ousmane, comment ça va? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Parce que oui, nous vous entendons parfaitement. Nous vous entendons parfaitement. Voilà, on vous avait perdu rapidement et très, très brièvement, mais vous n'avez rien perdu donc, de ce qui a été dit. Nous sommes pratiquement au terme de ce webinaire. Nous sommes en train de faire le dernier tour de table et j'aimerais avoir vos dernières impressions et vos dernières recommandations. Eh bien, écoutez, d'abord, vraiment, je tiens à remercier et à saluer le travail fait par Marcel Zoumenou sur ce rapport et à vraiment féliciter ceux qui résistent encore sur le terrain, parce que nous autres qui avons une chance, c'est d'être éloignés. C'est facile pour nous de critiquer, de contester, de pointer les dérives, les déviances, les exactions qui sont commises. Et ça l'est moins pour des gens comme Virgile Arancet et Marcel Zoumenou qui sont là et qui font ce travail qui est un travail nécessaire, qui est un travail d'utilité publique. Et je ne peux que les remercier et saluer le rapport qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Je crois avoir entendu l'ambassadeur Aruna dire que c'est un travail maintenant qui est sur la place, qui va permettre à chacun d'identifier les responsables et de savoir que tôt ou tard, parce qu'on parle de crimes graves, on parle de crimes qui peuvent parfois être susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité ou de crimes de masse, qui pourraient permettre de saisir les juridictions au-delà des juridictions nationales béninoises. Donc, que ceux qui ont donné ces ordres, que ceux qui les ont exécutés, sachent qu'un jour, comme l'a rappelé le ministre Dianontin, rien ne se perd et tout ce qui se commet comme exaction ici se paye ici-bas avant d'aller rejoindre l'au-delà. Que les autorités actuelles du Bénin sachent que on ne peut pas, sous le prétexte qu'on veut faire du bien, on ne peut pas installer dans l'esprit des Béninois la peur qui consisterait à supprimer en eux et à réprimer en eux toute velléité et toute volonté de contestation de ce qui se passe.
on ne peut pas nous dire que c'est pour notre bien qu'on nous fait du mal. Ça, c'est quelque chose qui n'existe dans aucune loi et qui n'existe dans aucun État démocratique. Et qu'ils sachent que tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait, ils en seront comptables. Je les exhorte donc, ces autorités-là, à tenir compte de ce rapport qui est un rapport dense, qui est un rapport important. Je les exhorte à en tenir compte pour rectifier le tir et appeler dès aujourd'hui à une réconciliation nationale et à ce que la justice soit faite avant qu'on parle même d'échéance politique. Merci, Maître Fatih Ousmane, pour votre dernier mot ou votre dernier tour de table. Marcel Zoumeno, ce serait le vôtre maintenant. Et avant de vous laisser donner votre dernière recommandation ou votre dernière opinion, il y a Francis Messan qui a une petite question pour vous et voulait savoir s'il y a peut-être eu également des victimes non identifiées. Parce que le décompte que vous avez fait, c'est le décompte des victimes qui ont pu être identifiées. Mais est-ce qu'il y a eu des victimes non identifiées? Et est-ce qu'on peut évaluer le nombre de ces victimes si c'était possible? Alors, c'est la question qu'il a posée, qu'il vous a adressée. Je vous félicite encore une fois, tout le monde l'a déjà dit, pour le travail que vous avez fait. Et quelles sont vos dernières recommandations donc, au thème de ce webinaire qui lance, n'est-ce pas, ce rapport sur lequel vous avez travaillé durement? Merci Vital. Et est-ce qu'il y a des victimes non identifiées? C'est difficile pour moi de le dire. Et je disais au début que nous avons fait l'effort pour que le travail soit le plus exhaustif possible. Parce que dans chaque village, dans chaque zone, nous avons fait l'effort de croiser toutes les sources. Et cet inventaire que nous avons fait, c'est un inventaire que je peux dire qui est très inclusif. Et les populations, les victimes sont beaucoup intervenues dans cette enquête. Et je peux dire que ce nombre de 25, même si ça doit varier, c'est peut-être un de plus sur la... Et ça, c'est peut-être des cas qui peuvent arriver où les populations elles-mêmes ne se rappellent pas d'un cas, mais je doute fort. C'est pourquoi je continue de dire que ce nombre de 25, c'est un nombre auquel on peut faire foi. C'est vrai qu'il n'y a pas un travail sans faille. Il n'y a pas une enquête 100% vraie où tout est vrai. Il peut y avoir des failles, mais je continue de faire foi à ce chiffre de 25 personnes. Je vais finir ce panel en commençant par remercier l'ambassadeur qui nous a permis d'aller sur le terrain pour faire ce travail. Et je crois que ce qu'il fait aujourd'hui pour l'enracinement de la démocratie et pour la justice sociale, je crois que c'est à saluer et il aurait pu rester dans son coin, n'étant pas au pays, fait comme beaucoup d'autres Béninois. Mais je crois qu'il est en train de se battre pour que la démocratie puisse être rétablie dans notre pays. Quant à moi, personnellement, je l'ai fait par plaisir parce que toute ma vie, je n'ai combattu que l'injustice sociale. Et parfois, je le fais et je ne sais même pas pourquoi je le fais. Et parfois, même, je prends des risques inutiles sans savoir ce que je gagne dedans. Et il arrive parfois à des parents proches de moi de me demander, mais c'est quoi, tu es devenu fou? Je sais que au sein du système actuel, vous savez très bien que nous, à l'époque de la nouvelle tribune, à partir de 2012, quand il y avait les affaires d'empoisonnement et de coup d'État, mon journal, mon ex-journal, la nouvelle tribune, avait beaucoup travaillé avec ceux qui sont au pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup, pour se moquer de moi, disent, mais toi, tu es un communiste, peut-être que tu n'as jamais voulu être riche. Tu es toujours à critiquer. Qu'est-ce que tu gagnes à critiquer? Mais moi, je le fais parce que mon cœur me dit qu'il faut être toujours du côté de la justice sociale. Et dans la dédicace de cette enquête, j'ai dit qu'il faut faire en sorte que toutes les balles tirées sur les populations, que ceux qui ont tiré ces balles puissent les répondre de chaque balle tirée sur les populations. Et je rappelle pour finir que les 25 personnes qui ont été tuées
aucune d'elles n'était dans une position de quelqu'un qui était de manifestant. Je le dis et je le répète, aucune d'elles n'était dans une position de manifestant. Les gens ont été tués soit dans leur maison, soit en revenant du lieu du travail, soit par simple curiosité, ils voulaient voir ce qui se passait dans la foule et ont reçu les balles. Pour les 25, la plupart, c'était cas-là. Hormis les 4 chasseurs de Opitiru qui rentraient de la chasse, qui voulaient traverser la voie et qui ont reçu des décharges d'obus de chat. Je rappelle que pour ces 4 de Opitiru, c'est des obus de chat qui les ont mis par terre. Et donc, l'ambassadeur disait tout à l'heure qu'on doit pouvoir, au-delà de cette enquête, situer les responsabilités. Et je sais qu'on peut le faire parce que les commandants de l'armée, les officiers de l'armée qui ont été envoyés sur le terrain pour conduire ces opérations, leurs noms sont connus. Les populations même m'ont dit leurs noms, que ce soit à Banté, que ce soit à Save, que ce soit à Tchaourou, les hauts gradés de l'armée qui ont conduit ces opérations sont connus. À partir du moment que ceux-là sont connus, si le moment de rendre gauche, de rendre justice vient, ils pourront citer les militaires qui ont travaillé avec eux. On doit travailler en sorte que ces genres de choses ne se passent plus dans notre pays dans les années à venir. Et je crois que c'est tout le sens de cette enquête. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit les organisations, l'ODHP, la Commission béninoise des droits de l'homme et les populations, les jeunes de Savé, de Tchaourou, de Banté. Je salue aussi les confrères qui m'ont également conseillé, qui m'ont donné des numéros comme Vigile Avancé et Jacques Boucault. Je salue tout le monde. Infiniment merci. Merci. C'est nous qui vous disons merci, cher ami Marcel Zoumenou et Vigile Arancet. Oui, moi je dirais pour finir que effectivement, comme le disait Marcel, ce qui intrigue, c'est que la majorité de ceux qui ont été tués ne sont effectivement pas mêlés forcément aux manifestations. C'est le cas à Banté, par exemple, que je connais très bien. Cet étudiant qui a été tué, cet étudiant originaire des Agégués, qui est allé passer. Pardon? Il est à Todinou. Il est, voilà, Il est à Todinou. Todinou. Exactement, merci beaucoup. Il est à Todinou, qui a été tué alors qu'il est allé, n'est-ce pas, à, comment on appelle déjà cette localité, un peu avant Banté. Donc, pour les vacances. Il est allé, du moins, pour faire les jobs de vacances en attendant de reprendre les cours, vendre, faire le commerce de l'acajou, et qui était curieux, n'est-ce pas, de voir ce qui se passait, et qui n'était même pas sorti de sa maison, qui a été tué à la maison. C'est pareil également pour la dame dont la tête a été pulvérisée et abattue. Elle était morte à la cuisine, cachée dans sa cuisine. Donc, c'est également ça. Mais maintenant, pour finir, effectivement, quand on fait ces genres d'activités, ces genres de rapports, ces genres de séances, cela se répète. Si ce n'est pas ça, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc, principalement, comme nous l'avons dit, tout au long, n'est-ce pas, de la science, il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, fasse ce qu'il doit faire, n'est-ce pas, pour que, eh bien, ces choses ne se répètent plus. Les populations, même le simple anonyme de sa position, j'ai dit tantôt, il faudrait qu'on apprenne à s'indigner. Il faudrait qu'on apprenne, n'est-ce pas, à se lever contre l'injustice, à se défendre contre l'injustice. Et il revient également aux dirigeants de savoir que dans le cours de l'action, il peut arriver qu'on commette des erreurs. Il peut arriver, n'est-ce pas, que des décisions de gouvernance amènent à des situations déplorables comme celle de 2019, celle de 2021. Mais alors, il faut à un moment donné prendre conscience et dire qu'il faut que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, tôt ou tard, on a beau se protéger parce qu'on est fort, mais ça rattrape toujours. C'est en cela que déjà à Soleil FM, quand le ministre de l'Intérieur d'alors, Saka Lapierre, disait qu'il allait causer des polyfractions, des polyfractures, j'allais dire, à des individus qui ne vont pas se mettre à l'écart. Il disait, mais
oui, sans doute, excusez-moi, c'est un peu de l'inculture parce que s'il sait que, eh bien, dans les pays où ça arrive, les éléments du genre, eh bien, sont gardés comme preuve, sont utilisés contre des personnes comme lui, eh bien, il ne s'aventurait pas à dire ce qu'il dit là, pensant que il se plonge. Ce sont des éléments qui font foi après dans les enquêtes judiciaires notamment. Donc, les Béninois, nous sommes tous Béninois au même titre, n'est-ce pas? Nous aspirons, n'est-ce pas, à ensemble construire notre pays. Donc, il faudrait que cela habite les uns les autres. Je dis encore une fois, on peut commettre des erreurs, mais il s'agit également, n'est-ce pas, de reprendre conscience et de pouvoir dire non, c'est encore possible et c'est ce à quoi j'exhorte les uns et les autres. Et je finis en disant que le code électoral tel que ça a été peaufiné là, c'est chargé de balles, c'est chargé de violence, c'est chargé de contestation, c'est chargé de tout ce que nous avons pu, parce que Marcel et moi, c'est la différence. Nous avons vu les lamentations des populations. Nous avons vu ces femmes qui ont dit, bon, donnez-moi, à ça, j'ai entendu, donnez-moi au moins les corps de nos parents, qu'on puisse avoir ça, savoir qu'au moins on a la tombe à côté. Quand vous voyez la vie réduite à cela, je pense que ça agit, ça vous transforme. Et je voudrais que vraiment que les uns les autres puissent savoir que des querelles, oui, on peut en faire à un moment donné, mais à un moment donné aussi, il faut savoir dire stop aux querelles, s'asseoir et se réconcilier. Merci, Virgile. Et avant de donner la parole à Omar Aruna pour son dernier message, je ne sais pas s'il est possible qu'on ait lecture rapide des noms de ces 25 victimes, tout au moins pour leur témoigner un petit hommage. En fait, oui, on peut l'avoir. Je crois que pour moi, ça aurait été mon dernier mot, au fait. C'est-à-dire qu'on lise le nom de ces 25 victimes et peut-être donner un peu leur profession pour que tout au moins de mémoire, qu'on puisse savoir qui. Donc, je vais laisser ce plaisir à M. Zoumenou, s'il a la liste devant lui, pour qu'il le fasse comme c'est son enquête, pour qu'on puisse mettre un nom sur ces gens anonymes-là. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais commencer par Cotonou. À Cotonou, nous avons eu 3 décès. Dame Prudence Amoussou, dont le cas est connu, qui est marchande, qui a été tuée le 1er mai 2019. Et ensuite, il y a eu Seydou Maman Assouma, qui est chauffeur, qui a été tué le 2 mai 2019 à Cotonou. Il y a eu un 3e, malheureusement, dont on n'a pas pu avoir l'identité. Donc, ça fait les 3 de Cotonou. À Savé, nous avons Oloku Sourajou, qui est mécanicien. Lui vivait même au Nigeria. Il est revenu, qui a été tué le 14 juin 2019. Dimon Yaye Oscar, qui est menuisier. Je rappelle que dans sa famille à lui, le papa m'a raconté qu'il a 3 garçons. L'un a fait la prison et qui a été libéré la semaine dernière. Il y a Dimon Yaye Oscar qui a été tué. Et un autre garçon avait été arrêté dans le lot de ceux qui ont été arrêtés en 2019 et libérés après l'amnistie. Donc lui, dans sa famille, c'est vraiment l'hécatombe. Il y a Mpo Daniel qui est conducteur de taxi-moto à Savé. Il est de Natitengu. Il y a Woru Imoru qui est cultivateur, tué le 15 également à Savé. Mamadou Rachidi, vulgarisateur, tué le 16 juin 2019 à Savé. Biaou Akio Gilbert, coiffeur, tué le 16 juin 2019 à Savé également. Nadia Fabrice, lui, il est élève, tué le 15 juin 2019 à Savé. Souadé Mouftaou, qui est paysan, tué également à Savé. Je rappelle que lui, il est de Tchaourou, mais il vit
il vit à Savè. Et après, quand nous quittons Savè, il y a un décès dans Wessé, qui est Elécho Gabriel, toujours en 2019. Et maintenant, je viens à Tchaourou. On a Bougué Taïrou, Begbere Boni, Pera Bachirou, Sani Oru. Les 4 là sont les 4 chasseurs qui ont été tués dans le petit village Bariba qu'on appelle Pitirou. Et après, il y a eu Mamadou, qui est mécanicien auto. Lui, il a été tué à Papané, toujours en 2019. Il y a eu Aruna Moussiliou, tué le 15 juin 2019 à Worogi. Et toujours en 2019, il y a eu le jeune Kandi Souno Djayan. Kandi Souno Djayan, ce cas a été documenté par Amnesty International. C'est un jeune de 17 ans qui est apprenti soudeur. Et son papa le préparait à prendre la relève et il a été abattu le 2 mai 2019 à Kandi. Et ça, c'est pour ceux qui ont été abattus en 2019. En 2021, il y a les 3 cas de Banté, Guidi Tungu, qui est cultivateur, qui a été tué le 8 avril 2021 à Mamachokè. Mamachokè, c'est un village de la commune de Banté. À Todinou, il est, dont parlait Vigile tout à l'heure, qui est étudiant, qui a été tué le 8 avril 2021 à Bouka. Et la dame dont Vigile parlait également, à Balo Philomène, qui est ménagère, qui a même quitté Cotonou, qui était allé faire l'activité de la récolte des noix d'Anakad et qui a été tué. Il a eu également maintenant, pour finir, les 2 derniers cas de Savè qui ont été tués en 2021. Il s'agit de Adjé Ebenezer, qui est tailleur brodeur, et de Tchabi Thomas. Je crois que ces 2 cas sont les cas dont Vigile parlait, qui sont les cas récents à Savè. Donc voilà le tableau des 25 personnes qui ont été tuées. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Avant de vous passer la parole, Monsieur Aruna, j'aimerais nous inviter à 1 minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes. Merci. Et Omar Aruna. Merci beaucoup déjà à tous les panélistes, à vous, Monsieur Panou, à aussi Monsieur Djossou, mais aussi et surtout, merci et félicitations et beaucoup de courage à Monsieur Zoumenou et à Monsieur Awansé. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que par la force des choses, les gens comme moi, on ne peut pas être sur le terrain, mais on peut compter sur des gens comme eux qui ont l'intégrité, mais qui ont l'humanité qu'il faille dans un contexte béninois où tout le monde, où les gens ont perdu une partie de cette humanité-là. Mais au-delà de ça, merci pour le risque qu'ils prennent au nom de la population pour la justice. Vous savez, quand on était jeune, enfin, la plupart des gens de notre génération, et je voulais parler par exemple, de ministre Djanotin, même de M. Panou et tout ça là, on a grandi en lisant les bandes dessinées. Si vous vous rappelez, Hakim, Black, Zambla, tous ces bandes dessinées-là, je crois qu'il y a quelque chose d'important que ça nous a inculqué. C'est l'élément de justice. Parce que quand vous regardez toutes ces bandes dessinées, c'est une seule personne qui, dans des circonstances
les plus désastreuses arrivent à relever le défi. Vous voyez Black qui va dans les villages qui sont assiégés par les tuniques rouges et qui les libère. Vous voyez, comment il s'appelle, Tintin qui va... Donc, je crois que même si ça peut avoir l'aide d'idéalisme, le message qu'il faut et que ça renvoie, c'est-à-dire que oui, peut-être que on peut le faire dans son petit coin seul et essayer d'aller vers un semblant de justice et que ce n'est pas quelqu'un d'autre ou bien une autre entité qui doit le faire, mais à notre petit niveau, qu'on doit pouvoir le faire. Donc, moi, c'est ce sentiment qui anime ces gens comme M. Soumeno, Vigile Awansé, que je leur demande de garder vivant. Parce que le petit enfant qui a lu ces livres-là, ou bien ces bouquins-là, il est toujours en nous. Et si c'est à nous maintenant de pouvoir convertir cela en les adultes qu'on est pour le bien de la société qu'on essaie de construire. Donc, bon, et c'est ce que j'aimerais dire par rapport à ces gens-là, mais j'aimerais aussi leur dire, écoutez, une vie, c'est une vie. Vous avez vu des gens qui ont été tués et dans ce processus, soyez vigilants, protégez-vous. Protégez-vous dans le sens où évitez, parce que là maintenant, ce genre de rapport va vous coûter. Vous le savez parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Ça va vous coûter, mais vous avez pris la responsabilité de le faire, mais ne soyez pas, comment ça s'appelle? Ne soyez pas naïfs. C'est tout ce que moi je peux vous dire et tout ce que je peux faire de mon petit coin pour supporter de rapports. Mais comme je dis encore, j'aimerais lancer un appel. Il faut qu'on sache qui a tiré telle balle sur telle personne. Et je crois qu'ensemble, on pourra y arriver. Merci. Gilles, nous sommes au thème donc de ce webinaire. Merci beaucoup, Vital, et merci à tous les panélistes, l'ambassadeur Omar Harouna, Marcel Soumeno, Vigile Awansé, Maître Fatih Ousmane, et puis tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce webinaire. Donc, on retient de cet événement, de ce lancement, si on peut s'exprimer comme ça, qu'on a 25 personnes qui ont été assassinées dans ces événements tragiques de 2019 et 2021. Et ce rapport entre dans une certaine mesure dans une série de rapports. On a parlé d'un rapport sur les crimes économiques. On a parlé d'un autre rapport sur les prisonniers politiques qui a déjà, on peut le dire, porté ses fruits parce que grâce à ce rapport aujourd'hui, le nombre de prisonniers politiques continue à baisser tranquillement. Aujourd'hui, on est à 11, mais lors de la publication de ce rapport, on était à 89 environ. Donc, ces exercices-là ne sont pas en fait inutiles. Il faut continuer par le faire pour que les autorités actuelles du Bénin puissent prendre conscience de la nécessité d'agir dans l'intérêt général. Donc, c'est cet appel qu'on va lancer aussi par rapport à ce rapport sur les assassinats politiques parce que nous nous acheminons tranquillement vers une échéance critique 2026. Pour que 2026 ne soit pas la répétition de 2019 et 2021, il faut prendre des mesures dès maintenant pour que les élections soient inclusive pour qu'il n'y ait pas des gens dans la rue pour contester les élections et l'armée sera déployée, puis on va être là peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, à faire un autre rapport sur les tueries de 2026. On est capable d'éviter ça dès maintenant en tant que peuple si on prend conscience des douleurs des familles, les familles que Marcel a rencontrées, Vigile aussi qui a fait des enquêtes sur le terrain aussi. Donc, on espère que au-delà de cet événement, que les autorités politiques actuelles du Bénin vont prendre connaissance aussi de ce rapport et faire bon usage de ce rapport pour que le pays soit vraiment apaisé. Je pense que c'est avant tout l'objectif visé par ce rapport. Donc, merci encore à tous, à ceux qui ont suivi le webinaire, ceux qui sont restés avec nous, mais qui n'ont pas eu la chance de prendre la parole, je les remercie aussi pour leur présence. Donc, on va continuer à diffuser ce rapport tout au long de la semaine, à relayer sur nos différentes plateformes pour que ça puisse quand même toucher le plus grand nombre. Donc, merci bien à tous et puis à très prochainement. Au revoir. Ouais, merci bien. Ouais. Au revoir.